Les écrans font partie intégrante de notre vie depuis plus d'une vingtaine d'années. Et pourtant, on connaît assez mal leur impact environnemental. Salut, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler du numérique. Avez-vous déjà compté le nombre d'appareils que vous possédez chez vous? Il a été estimé qu'en 2021, chaque utilisateur des pays occidentaux possédait en moyenne 8,9 équipements, alors qu'en 2016, ce n'était que 5,3. Alors, contrairement à l'image du cloud, cette sorte de nuage flottant, le numérique n'a rien d'immatériel. On verra donc plusieurs choses dans cette vidéo. D'abord, l'impact concret du numérique sur l'environnement, et puis si transition numérique et transition écologique peuvent aller de pair, peuvent coexister. Et dans la seconde partie, je vous donnerai quelques conseils pour que nous, individuellement, on fasse attention à notre consommation. Voilà, vous avez le programme, donc je vous laisse entrer, c'est ouvert. L'impact environnemental du numérique est un sujet méconnu encore par une grande part de la population. En effet, à l'utilisation, tout nous porte à croire que c'est immatériel. Rien que déjà à l'utilisation du terme dématérialisé, par exemple. Pour les utilisateurs, peut-être que c'est dématérialisé. Mais si on regarde l'ensemble du système et tout ce qui est utile pour faire fonctionner nos appareils, eh bien, ce n'est pas vrai. Pour bien commencer, je voulais donner ma définition du numérique dans le cadre de cette vidéo. Il s'agit de l'ensemble des appareils pouvant être connectés à Internet, mais pas uniquement. Il s'agit aussi de l'ensemble du matériel qui est utilisé pour les faire fonctionner. Et il y en a un tas. Voyons comment tout cela fonctionne. Nos appareils, c'est-à-dire les téléphones, les ordis, les tablettes, sont appelés des terminaux. Mais pour avoir accès à Internet et à ces données, que l'on dit aussi data, tout un équipement est nécessaire. Les datas sont entreposées dans d'immenses data centers, aussi appelés centres de données en français. Ces serveurs taille XXL sont branchés et ont besoin d'être refroidis 24 heures sur 24, ce qui demande beaucoup d'électricité et d'eau. Entre le data center qui stocke les données et le terminal qui reçoit ces données, on retrouve quelques intermédiaires, entre autres des câbles qui passent sous les mers et aussi des antennes relais. C'est pour cela qu'une donnée numérique parcourt en moyenne 15 000 km. Enfin, tout cet équipement doit être fabriqué. De très grandes quantités de matériaux et de terres rares sont donc extraites du sol. Ce qui ne va pas en s'arrangeant parce que nos appareils sont de plus en plus complexes, demandant toujours plus de matériaux différents et donc que l'on doit puiser plus loin. Par exemple, pour un ordinateur de 2 kg, il est nécessaire d'extraire du sol 600 kg de matières premières. En plus, les conditions de travail dans les mines sont très difficiles et on voit donc que le social et l'environnemental, ça va souvent de pair. La fabrication a lieu dans les pays tels que la Chine ou la Corée du Sud qui ont un mix énergétique composé majoritairement par le charbon, donc très carboné. L'impact du numérique sur l'environnement est lourd. En 2016, ça correspondait à environ 3,2% des émissions mondiales de CO2. Et en 2020, ce chiffre s'élevait à 4,3%. Plusieurs projections avancent un chiffre à 7,6% concernant la part du numérique dans les émissions mondiales de CO2 en 2025. La croissance du numérique est importante, mais celle de son impact environnemental l'est tout autant. Vous pouvez d'ailleurs retenir que les émissions du secteur numérique augmentent de 8% par an en moyenne. Dans le détail, 47% des émissions de ce secteur sont imputables à la fabrication des appareils numériques, 28% aux infrastructures réseau et 25% aux data centers. Aussi, le numérique consomme de l'énergie en grande quantité. À l'échelle mondiale, ça représente 10% de la consommation d'électricité. Pourtant, celui-ci est composé majoritairement par les énergies fossiles, à savoir le gaz, le charbon et le pétrole. Certes, les appareils s'améliorent et consomment moins qu'il y a 10 ou 20 ans par exemple. Mais le fait est qu'il y a de plus en plus d'utilisateurs, ce qui fait que les gains engendrés par l'amélioration de la technologie sont vite dépassés par cet effet de nombre. D'ailleurs, on peut le voir au quotidien. Par exemple, les démarches administratives n'ont plus lieu devant un guichet avec du bon papier, mais bien sur Internet qu'on fait nous-mêmes. Et puis aussi, il y a de nouveaux usages. Par exemple, les jeux vidéo en ligne qui représentent 7% du trafic Internet. Mais me direz-vous,
quel est le champion toute catégorie qui utilise toute la bande passante mondiale? Eh bien, la réponse est le streaming vidéo. Netflix et YouTube occupent à eux deux 26% de la bande passante mondiale. On l'a donc démontré depuis tout à l'heure avec une armée de chiffres. On a vu que le numérique et son impact environnemental augmentent de manière quasiment proportionnelle à mesure qu'il s'étend. Mais pour autant, est-ce que la transition numérique et la transition écologique, tous les deux promus par le gouvernement en place, sont-ils des objectifs contradictoires? Oui et non. Tout dépendra de l'utilisation et de la politique qui sera mise en place dans le futur. Car le numérique a des impacts positifs non négligeables. Si on prend l'exemple du télétravail, il permet à ceux qui travaillent à distance de ne pas prendre leur voiture lorsqu'ils font leur trajet domicile-travail. On sait bien que c'est la voiture qui est le plus privilégiée dans ces occasions-là. Mais il faut faire attention quand même de ne pas surestimer les impacts positifs du numérique. En reprenant l'exemple du télétravail, les jeunes parents doivent toujours emmener leurs enfants à l'école. Et ce trajet est souvent réalisé en voiture là aussi. Alors qu'en allant physiquement au travail, les parents les déposent sur le chemin. Il est donc difficile de mesurer l'impact positif du numérique sur l'environnement relativement à la pratique en vigueur jusque-là, c'est-à-dire avant la mise en place du numérique, comme pour le télétravail. On peut aussi parler de l'effet rebond. Par exemple, la technologie de la 5G permet d'envoyer plus de data pour une même quantité d'émissions CO2 envoyées par rapport à la 4G. Sauf que comme ça va plus vite et qu'on peut envoyer plus de données, ça va inciter à l'utiliser plus. Par exemple, en visionnant nos contenus en 4K ou en 8K, en téléchargeant davantage de films, on va utiliser davantage de données. Sans compter qu'il va falloir aussi renouveler les terminaux, donc nos appareils, qui ne sont pas compatibles avec la 5G. L'effet rebond, en somme, c'est un peu un effet pervers de la technologie. Donc tout dépend si on veut faire du numérique un allié de l'environnement. En utilisant moins nos appareils, en les renouvelant moins, on pourra dire que c'est quelque chose, que les deux sont compatibles. À notre échelle, nous avons justement la possibilité d'agir. Des changements à notre niveau peuvent avoir des impacts importants lorsque ceux qui les adoptent sont suffisamment nombreux. 10 milliards de téléphones ont été vendus depuis 2007. Mais enfin, ce chiffre, c'est surtout celui des Occidentaux et c'est juste énorme. Donc c'est ça, la première solution, c'est d'acheter moins d'appareils et de les garder plus longtemps. Il est utile de le rappeler que dans l'impact environnemental du numérique, la fabrication du matériel, c'est la source première. D'abord, chaque achat doit être réfléchi selon vos besoins, pour éviter ce que l'on appelle les achats compulsifs. Et puis c'est aussi réduire son équipement au nécessaire, et si possible à ce qui consomme le moins. Vous voyez sur ce tableau par exemple qu'un ordinateur fixe consomme 20 à 40 fois plus qu'un téléphone portable lors de son utilisation. Acheter en reconditionné. En plus du fait qu'en général ça coûte moins cher qu'un appareil neuf, il existe une garantie légale, c'est-à-dire qu'elle est obligatoire, qui a une durée de 6 mois. Protégez vos appareils. Pour un téléphone portable par exemple, vous pouvez lui installer une coque ou bien un verre trempé. Ça l'assure contre les chocs et c'est donc la promesse qu'il dure plus longtemps. Et justement, gardez-les, vos appareils, plus longtemps. Selon Jérôme Grand-Girard, directeur de Recommerce Suisse, un téléphone portable peut durer 7 ou 8 ans sans problème. Fin de citation. Évidemment, ça marche aussi pour tous les autres appareils. Enfin, privilégiez la réparation au remplacement. Sur les 30% des Français qui ont connu une panne d'ordinateur, 52% ont choisi de le réparer, tandis que 41% ont choisi de le remplacer, majoritairement par du neuf. Si vous souhaitez vous séparer de votre appareil, pensez au don, au troc ou à la vente d'occasion, s'il est encore en état de marche. Mais quoi qu'il arrive, même s'il ne fonctionne plus, ne le laissez pas dans votre placard. Les appareils contiennent tous des matériaux qui sont réutilisables, recyclables, voire même précieux, comme de l'or. Pensez donc à le ramener en magasin, même si ce n'est pas le lieu de votre achat, parce qu'ils sont obligés de vous le reprendre. Avec vos quelques appareils, il va maintenant falloir économiser l'énergie. La première chose à faire est de ne pas laisser allumer ou en veille vos appareils en permanence. Pensez à les éteindre et à les débrancher lorsque la batterie est arrivée à 100% ou bien à d'autres occasions comme la nuit par exemple.
Fermez le plus souvent possible l'interrupteur de la box et du récepteur TV, notamment la nuit ou la journée si vous ne vous servez ni de l'un ni de l'autre. 43% des Français n'éteignent jamais leur box alors que c'est ce qui consomme le plus. Activez le mode d'économie d'énergie sur votre ordinateur et sur votre téléphone quand cette option existe. Et enfin, si vous souhaitez imprimer un document, paramétrez l'imprimante de la manière suivante. En noir et blanc, impression recto verso en mode d'économie d'énergie avec 2 pages par feuille. Ça vous fera des économies d'encre, de papier et donc aussi par conséquent de l'argent. Car oui, écologie, ça va avec les économies pour le porte-monnaie et puis aussi le social comme on a vu tout à l'heure. Au-delà de la question de l'énergie, ce qui compte également, c'est la quantité de données transmises entre le data center et votre appareil et inversement. Plus le flux est important, plus la consommation d'énergie pour faire fonctionner sera importante également. C'est un levier important d'économie et il s'agit donc de la 3e solution. Commençons par les mails. Un mail, c'est en moyenne 500 mètres en voiture si on regarde l'impact environnemental. Et selon l'ADEME, 8 à 10 milliards de mails sont envoyés chaque heure sans compter les spams. Ça en fait des kilomètres de voiture. Et donc, voici quelques conseils par rapport à ça. Premier conseil, ciblez les destinataires. N'envoyez votre message qu'à ceux qui sont réellement impactés, concernés par celui-ci. Deuxième conseil, supprimez les pièces jointes des messages auxquels vous répondez. Vous les retrouverez de toute manière dans le message de base. Optimisez la taille des fichiers que vous souhaitez transmettre par mail en utilisant des outils comme ilovepdf.com. Ça réduit leur définition et ça réduit aussi la taille des fichiers, ce qui fait au final une moins grande quantité de données à transmettre. Utilisez aussi une clé USB dans le cas où il y a vraiment beaucoup de données à transmettre, comme une vidéo par exemple. 6e conseil, faites le tri dans votre boîte mail et utilisez cette règle. Soit je classe, soit je jette. Créez des dossiers pour des thématiques importantes pour vous. Prenez la liste des mails que vous avez, classez les mails importants et jetez les autres. Désabonnez-vous des newsletters que vous ne lisez plus depuis plusieurs semaines. Si, on peut se désabonner avec un tout petit bouton en bas qui s'appelle « Se désabonner », tout simplement, et ça marche aussi pour les contenus publicitaires. Ensuite, le stockage des données. Aujourd'hui, on stocke beaucoup nos données sur des clouds, des drives, etc. Mais ça nécessite de faire beaucoup voyager nos données sur de grandes distances, puisque stockées dans des data centers qui peuvent être à l'autre bout de la planète. Donc voici quelques conseils. Utilisez un disque dur externe pour votre famille et réservez les clouds, les drives, etc. pour les travaux en groupe qui nécessitent de partager du contenu. Désactivez la synchronisation automatique sur votre téléphone et sur votre ordinateur. Ça vous permettra en plus d'économiser de la batterie. Préférez les réunions en audio plutôt qu'en visio qui utilisent la caméra. Parce qu'on le sait maintenant, quand il y a de l'image, ça utilise plein de données. Il y en a partout, ça transite beaucoup. Enfin, il vaut mieux utiliser la Wi-Fi que la 4G. Concernant le streaming vidéo, à présent, on a vu tout au long justement de celle-ci que c'était ce qui consommait le plus de données. Parce que les vidéos, contrairement à de simples fichiers texte par exemple, ce sont les fichiers qui sont les plus lourds. Mais quand même, on n'est pas démuni totalement, il y a quelques alternatives. On peut par exemple choisir une résolution plus basse adaptée à l'écran sur lequel on visionne le contenu. Sur un téléphone, on n'aura besoin que de 360p, alors que certainement sur une télé, on aura besoin de la résolution maximale. Préférez la musique téléchargée donc en audio sur votre appareil plutôt qu'un clip vidéo sur YouTube par exemple. Désactivez la lecture automatique sur vos appareils et vos applications. La radio et les podcasts ont des contenus tout aussi intéressants, mais utilisent moins de données. Et enfin, essayez de limiter votre consommation personnelle. Oui, là c'est un certain effort, mais c'est pas pour autant qu'il ne faut pas terminer la vidéo. Oh non, trop tard. Revenez, s'il vous plaît, c'est pas fini. Voilà, on connaît à présent mieux l'impact du numérique sur l'environnement. À la fois qu'il est loin d'être immatériel, car il implique de nombreuses installations, dont les matériaux doivent être extraits du sol, mais aussi parce qu'il nécessite beaucoup d'énergie à l'utilisation.
On a également vu que le numérique pouvait être un allié de la transition écologique si une stratégie de sobriété énergétique était mise en place. Tout ça pour éviter le fameux effet rebond. Enfin, on a vu tout un tas de conseils pour limiter notre consommation et l'impact du numérique à l'échelle individuelle. Dommage, il y a contre-jour. Oh non, contre-jour. Ah merde. Là voilà, vous la voyez mieux. Fais bisous à papa. Je n'ai donc plus qu'à vous inviter à vous rendre dans la description de cette vidéo pour découvrir les différentes ressources que j'ai utilisées pour fabriquer cette vidéo. Et puis pour vous aussi, ça sera utile pour aller plus loin sur le sujet. D'abord, un document de l'ADEME, de l'Agence de l'environnement, qui donne tout un tas de chiffres et de conseils pour nous améliorer individuellement. Aussi, une vidéo de la radio-télévision suisse qui donne des témoignages de familles sur leur utilisation des écrans, des interventions d'experts, donc tout ça c'est pour aller plus loin. Et puis enfin, un podcast pour que la boucle soit bouclée, un document texte, une vidéo et un podcast audio de France Culture sur ce sujet, encore une fois, de l'impact du numérique, environnemental certes, mais pas que. Donc je vous laisse découvrir tout ça. En tout cas, le prochain numéro de C'est ouvert sera quelques mois et on parlera du greenwashing. Et ben en fait, pas du tout. Dans le deuxième numéro, on parlera du gaspillage et surtout des astuces pour l'éviter, autant le gaspillage alimentaire que le gaspillage d'énergie. Et je crois que, vu le contexte, c'est une vidéo qui va nous aider à passer l'hiver. La semaine prochaine, vous avez rendez-vous avec le journal. On se retrouve donc, nous, dans quelques semaines. D'ici là, je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt. Dimanche, journée spéciale sur AR1 consacrée au Qatar Prix de l'Arc de Triomphe, la plus grande course hippique au monde. Dès le matin, place à l'avant-course sur notre site internet avec notre article pronostic. Puis à 16h, venez suivre avec nous la course en direct sur notre compte Twitter @AR1info. Enfin, à 18h, je vous décrypte la course dans le podcast hippique à écouter sur toutes les plateformes d'écoute ou bien sur notre site internet podcast.ar1info.fr. À dimanche sur AR1.